La Cour suprême a fini sa session en annonçant un certain nombre de décisions importantes pour les Américains. Avec une majorité conservatrice, certains redoutaient un virage à droite de l'institution. Leurs craintes étaient-elles justifiées? Afghanistan, le grand départ des forces américaines a commencé. L'importante base de Bagram a été évacuée. Des milliers d'Afghans cherchent à quitter le pays. Washington n'a-t-il pas fait un beau cadeau aux talibans? Biden défend sa décision. L'Amérique vient de célébrer le 245e anniversaire de son indépendance. Après une année de pandémie et d'insurrection, comment se porte le pays? Nos panélistes discutent de l'état de la nation à la bannière étoilée. Rubrique variété, une réalisation originale, le film Summer of Soul qui fut en 1969 le Woodstock noir. Ici Claude Porcella à Washington, bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission destinée plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter de l'actualité américaine avec René Lake, analyste de politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et Georges Collinet, animateur de notre rubrique Variété. Lorsque la Cour suprême a entamé sa nouvelle session en octobre dernier, les démocrates se sont inquiétés de sa droitisation, du fait que sur les 9 sages qui la composent, 6 étaient conservateurs. La session vient de prendre fin et le bilan est mitigé. En dépit de leur majorité, Herman Cohen, les conservateurs ont eu à l'occasion annoncé des décisions modérées, comme par exemple sur l'Obamacare. Oui, je crois que c'est modéré. Par exemple, il y a un couple d'homosexuels mâles qui sont allés vers un orphelinat catholique. Ils ont demandé à adopter un enfant. Et les catholiques qui dirigent disent non, on n'accepte pas parce que c'est contre notre religion de reconnaître un mariage homosexuel. Donc, le couple a fait plainte et la Cour suprême a dit c'est le droit des catholiques, cet orphelinat, dans la Constitution, de suivre leur religion. Donc, ils ont le droit de refuser de donner un enfant à adopter. Donc, ça, c'est pas un extrême. Ça, c'est un résultat modéré, à mon avis. René, il y a tout de même eu des décisions qui ont plutôt favorisé le point de vue des conservateurs. Oui, Claude, c'est sûr. Mais je pense que l'indicateur qui est intéressant, c'est le nombre de décisions, j'ai presque envie de dire unanimes ou avec une seule dissidence. Et on est en général, on tourne en l'année dernière, on était à peu près, je me souviens bien, à 46%. En général, on tourne autour de 48% pour la dernière décennie. Eh ben, tenez-vous bien, Claude, selon ABC, une étude analytique qu'ils ont faite, on tourne cette année à 67%. Donc, c'est un chiffre extrêmement élevé. Donc, 67% des décisions, une quarantaine de décisions, un peu plus de 40 décisions, la Cour suprême a pris cette année, ont été faites à l'unanimité ou avec une seule voix dissidente. Donc, c'est un chiffre assez surprenant. Alors, il y avait une analyse dans le Washington Post que j'ai trouvée intéressante d'un éditorialiste qui disait que, bon, il se demande si c'est parce que Amy Bennett est un peu... C'est sa première année, donc c'est un peu la timidité du rookie, ou qu'elle essaie plutôt d'être prudente ou de procéder par étapes, on va voir. Mais jusqu'à présent, effectivement, comme vous le disiez, on est assez surpris par la modération des décisions de la Cour suprême. Et Donald Trump, j'imagine, était lui aussi surpris par la modération de Amy Barrett. À l'exception toutefois sur les questions religieuses, là, elle est tout de même très, très conservatrice. Votre opinion, Denis, en tant que républicain, sur
cette session sur les décisions qu'elle a prises, avec tout de même, en ce qui concerne les droits de vote, une grande victoire pour les conservateurs qui essaient de supprimer le vote des minorités. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Non. Et notre Cour suprême a dit la même chose. Et ils ont dit non, ce qui se passe dans ces États, c'est OK. Et heureusement, ils luttent contre cette attitude des démocrates qui veulent écraser n'importe quoi ce que les républicains sont en train de faire. Je suis tout à fait d'accord avec René vient de dire, Herman aussi, que leur décision de la Cour suprême, c'est tout à fait correct. Claude, quand même, juste pour rectifier un peu par rapport à ce que Denis vient de dire, la Cour suprême n'a pas dit que c'était OK. Hein? La Cour suprême a dit qu'il revient aux États de prendre de telles décisions. La nuance est quand même d'importance. Hein? Oui. Le vieux conflit entre les États et l'État fédéral, le gouvernement central. On se demandait ce qu'allait faire le juge Breyer. On sait que les progressistes insistent pour qu'il donne sa démission afin que le président Biden puisse lui trouver un successeur pendant que les démocrates ont la majorité. Néanmoins, il n'a pas donné le moindre signe de se retirer. René. Oui, tout à fait. Et j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la situation de Ruth Bader Ginsburg qui a peut-être un peu trop tardé, en tout cas selon beaucoup de progressistes, de démocrates, à démissionner, ce qu'elle n'a jamais fait en fait. Et malheureusement, elle est décédée au moment où l'administration était contrôlée par un républicain et pas n'importe lequel, Donald Trump. Donc, espérons qu'on ne retombera pas dans une situation identique. Je rajoute juste un dernier point par rapport à l'étude, l'analyse ABC à laquelle j'avais fait référence tout à l'heure. Il y a un chiffre que je trouvais intéressant. 64% des décisions de la Cour suprême cette année ont été catégorisées comme libérales. Alors, c'est assez étonnant pour une Cour suprême qui est conservatrice à 6 contre 3. Donc, ça confirme un peu la tendance et le commentaire de début que vous faisiez. Avec deux ultras qui refusent de rallier les progressistes Clarence Thomas et Samuel Alito. Cette session, au cours de cette session, les juges n'ont pas eu à se prononcer sur des cas vraiment explosifs, mais lors de leur prochaine session, ce sera différent avec déjà deux dossiers délicats pour la rentrée, l'avortement et le droit d'avoir une arme protégée, comme on le sait, par le second amendement. Et Claude, rapidement, et peut-être même affirmative action, un cas d'affirmative action qui pourrait arriver. Exact. Merci pour cette précision. Dans un instant, les Américains ont commencé leur retrait d'Afghanistan, mais n'est-ce pas prématuré? Afghanistan, les forces américaines viennent de quitter l'importante base de Bagram, une étape importante dans le retrait des États-Unis du pays où ils ont combattu pendant 20 ans au prix de 2400 vies humaines, plus de 20 000 blessés et des milliards de dollars, sans réussir pour autant à ramener la paix. Comme beaucoup le craignaient, Herman, les talibans n'ont guère tardé à reprendre la lutte armée et à commencer la reconquête du pays. Oui, c'est vrai. Ils ont déjà pris possession de 30% de l'Afghanistan depuis le départ des Américains. Mais il y a une chose nouvelle qui est très importante. Il y a beaucoup d'Afghans qui ont vécu sous les talibans dans le passé. Et ils n'aiment pas ça. C'est trop extrême dans la religion. Donc, on voit des milices qui se forment dans le pays. Et ils sont armés par le gouvernement. Donc, je crois que ça va faire beaucoup de difficultés pour les talibans maintenant, parce que ces gens sont bien motivés. Malheureusement, le gouvernement a gaspillé tout ce temps-là. Quand les Américains étaient là, ils étaient dans la corruption, ils n'ont pas préparé pour faire la guerre. Mais moi, j'ai un espoir pour ces milices
qui font la guerre parce qu'ils sont bien motivés. Donc, c'est pas une victoire pour les talibans tout de suite. Mais Herman, le problème avec les milices, évidemment, elles peuvent effectivement repousser les talibans, mais il y a un risque que l'on revoie les dissensions, les guerres tribales et que tout cela déstabilise de nouveau le pays. Oui, ça peut être, vous pouvez voir une guerre civile. Et aussi, quand on parle de l'Afghanistan, il faut toujours parler de Pakistan. Parce que c'est Pakistan qui arme les talibans, qui soutient les talibans. Et je ne vois pas pourquoi les Américains ne font pas pression sur le Pakistan. Ça m'étonne beaucoup. Devant les progrès alarmants des talibans, le président Biden a réuni son Conseil national de sécurité et puis René, il s'est aussi adressé aux Américains pour leur expliquer sa position. Oui, en fait, une position qui est vieille et qui est connue. Tout le monde sait que Biden, même à l'époque, quand il était dans l'administration Obama, n'était pas favorable à un prolongement de la présence américaine. Il a annoncé qu'on serait autour entre 650 et 1000 militaires qui resteraient pour défendre juste l'ambassade américaine et l'aéroport. Et il a dit aux Américains qu'il comptait renforcer les relations avec les alliés pour faire pression, pour obtenir des accords de paix entre les différents belligérants en Afghanistan. Bon, si d'un point de vue politique, on comprend un tel discours, mais comme le suggérait indirectement Herman tout à l'heure, on reste dans le discours. D'un point de vue de la réalité, il y a de quoi s'inquiéter si on voit les derniers développements. Et Claude, si vous permettez 2 minutes sur la question humaine, moi c'est toujours la question qui est centrale pour moi. Quel est l'impact sur les êtres humains? Quel est l'impact sur les troupes américaines, les jeunes qui vont perdre leur vie ou se faire blesser là-bas, et pour les Afghans également qui y vivent. Et là, le retrait américain, on va créer les conditions de déplacement des populations afghanes qui va être énorme dans les 5 pays de la région du Tadjikistan, l'Iran, la Turquie, qui vont avoir il va y avoir une pression humaine. On est déjà à un demi-million de réfugiés, 1 million l'année dernière seulement pour l'Iran, 2,5 millions qui ne sont pas enregistrés, 1 million qui sont effectivement répertoriés, 2,5 millions qui n'ont pas été répertoriés. Donc rien que l'Iran, ils ont plus de 3,5 millions d'Afghans réfugiés, et ça va être le cas dans toute la région. Bref, quoi, on va vers une sorte de désastre humanitaire important, et les agences d'aide américaines sont déjà en train de se préparer. 2 points que j'ai retenus de l'allocution de Biden. Sur le plan humanitaire, le président a promis aux Afghans de continuer à les aider. En ce qui concerne les quelques 18 000 civils qui ont collaboré avec les Américains, les interprètes, les sous-traitants, il leur a promis de s'occuper de leur sort, de leur faciliter l'avenue aux États-Unis, notamment en les transportant dans des pays tiers en attendant qu'ils obtiennent les visas nécessaires pour venir aux États-Unis. Et alors, en ce qui concerne l'autre aspect que vous venez de mentionner, René, oui, évidemment, et il a été très clair. Il a demandé à ceux qui critiquaient ce retrait, est-ce que vous êtes prêts à envoyer vos enfants de nouveau en Afghanistan? Et il a estimé que les forces afghanes étaient en mesure, après l'entraînement qu'ils ont reçu des États-Unis, de se défendre et de repousser les talibans. Alors là, c'est une question, un gros point d'interrogation. On lui a demandé, est-ce que vous pensez que la reprise du contrôle du pays par les talibans soit inévitable? Il a dit non, mais on peut se demander si ça n'est pas une réponse un peu naïve. Rapidement, les républicains sont des critiques sévères de ce retrait, aux aires de retraite, et pourtant Joe Biden ne fait que réaliser ce que Donald Trump voulait faire, avait déjà d'ailleurs commencé, ramener les boys à la maison. Oui, et il a bien raison.
Trump avait raison. Tu sais, on a englouti des fortunes. Vietnam, Irak, maintenant Afghanistan, des fortunes. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut montrer avec cet argent? Rien! Nothing! C'est bien le moment de dire, OK, allez-vous-en. On s'en fiche complètement. On peut toujours éliminer ce pays du monde entier si on veut le faire. On a les moyens. Donc peut-être les talibans auront un peu peur d'aller trop loin. Ça, il faut voir. Oui, c'est le moment que les boys, everybody comes home. Hein. Il faut que tout le monde quitte cette guerre et ça suffit largement. Denis, il y a toujours la possibilité tout de même que si les talibans reconquièrent le pays, et cela pourrait, selon certains analystes, arriver dans les 6 prochains mois, il y a tout de même le risque que l'Afghanistan redevienne un asile, un sanctuaire pour les terroristes, ce qui serait une sorte de retour à la case départ. Et de nouveau, les États-Unis seraient menacés par une nouvelle attaque du genre du 11 septembre. Oui, ça se peut. Ça se peut. Et alors, on a les moyens d'éliminer ce pays du monde entier si on veut le faire. On peut. Oui, bien sûr. Enfin, on va tout de même pas bombarder l'Afghanistan. Oui. Ça peut être une très, très bonne idée. Ça suffit. Ça y est. Bye bye. Soyons raisonnables, Denis. Non, Denis, là, il faut rassurer les gens qui nous écoutent. Ne dites pas que c'est une idée que vous pensez qui serait pertinente. Non, mais de toute façon, c'est vrai que Biden l'a dit, on sera toujours là et les États-Unis peuvent toujours apporter un soutien aérien, envoyer des drones et aider les Afghans, le gouvernement afghan à se maintenir. Mais aucun président américain, enfin, j'ai du mal à l'imaginer, déciderait de réenvoyer des troupes en Afghanistan. En tout cas, merci pour cette discussion. Prochain sujet, l'Amérique vient de fêter le 245e anniversaire de son indépendance. Quel est son état de santé? Nous en discutons dans un instant. Ce 4 juillet, l'Amérique a célébré son 245e anniversaire. Ce fut une journée festive à travers le pays et notamment à Washington, couronnée par de magnifiques feux d'artifice. Les Américains ont eu l'impression que la vie reprenait son cours normal, au moins pour un moment, et ils étaient heureux d'oublier une année pour le moins agitée avec une pandémie, une insurrection, un nombre record de fusillades, une situation économique incertaine. De nombreux articles éditoriaux ont été consacrés à l'état de santé des États-Unis. Comment se portent-ils? Vont-ils vraiment dans la bonne direction? Nous avons chacun d'entre nous des expériences différentes de la vie dans ce pays où nous vivons. 2 d'entre nous y sont nés, les autres le sont devenus par naturalisation. Et j'aimerais donc ensemble, nous essayons de faire un diagnostic. Et je commencerai avec vous, Herman, vous qui avez représenté les États-Unis à travers le monde en tant que diplomate. Oui, la pandémie a fait une grande catastrophe, il faut l'avouer. Il y avait 25 millions d'Américains qui ont perdu leur travail, grand chômage. Mais je vois que maintenant, ça reprend rapidement. J'ai vu qu'il y a maintenant 11 millions de postes libres et il y a 11 millions de travailleurs qui doivent prendre ces postes-là. Donc, l'économie reprend rapidement et ça montre la capacité des États-Unis et des citoyens américains de reprendre la vie après des catastrophes comme ça.
c'était, à mon avis, par la perte des... C'était pire, à mon avis, qu'au 11 septembre, avec la perte des vies, etc. Et j'en suis fier, je me félicite que les Américains sont revenus rapidement et nous sommes presque sur le bord du normal. Enfin, du moins, il faut l'espérer parce qu'il y a ce variant Delta qui est tout de même assez inquiétant du fait qu'un certain nombre d'États rouges, d'États à majorité républicaine, refusent toujours d'être vaccinés. Denis, quelle est votre vision de l'Amérique en 2021? Sur l'économie, je pense que ça va pas. On a dans l'immobilier une bulle fantastique. Et je crois que dans plusieurs mois, moins de 6 mois, on risque un crash formidable. Alors, ça peut être, on peut voir du 5 dans les rues, hein, puisque les prix sont tellement élevés. Je te donne un exemple. La maison à Los Angeles, mes parents sont achetés en 61, oui. Ils ont payé $30,000. Et maintenant, cette même maison vaut plus $1 million. C'est fou, c'est fou. Les gens ne peuvent pas acheter des maisons, des habitations. Les prix sont trop élevés. Et comme il y a 10 ans, presque, qu'est-ce qui va se passer? Crash. Ça va venir. La bourse est trop élevée. Donc, je ne suis pas confiant dans l'avenir économique du pays. Également, je suis moins confiant dans notre démocratie, puisque les gauchistes veulent détruire notre démocratie. Ils veulent que tout le monde pense que l'Amérique, on est que des racistes, que les valeurs de famille, ça va pas, que on est tous mauvais, etc., etc., etc. Je suis pas confiant. Je pense que l'année devant nous, c'est dangereux. Donc je suis pas optimiste. Pas optimiste du tout. René, vous observez les États-Unis depuis un quart de siècle. Est-ce que vous partagez ce pessimisme de Denis? Non, je ne le partage pas déjà sur la question de la crise immobilière potentiellement. Je ne le vois pas du tout comme ça. C'est vrai, il y a eu le crash qui a été catastrophique, qui était d'abord un crash financier, pour tout dire, le subprime, comme on dit, en 2008. Mais ça, c'est parce que c'était une crise artificielle qui était liée au type de manœuvres financières opérées par les grands acteurs du monde de la finance. On n'est pas du tout dans ce type de schéma. La pression qu'il y a aujourd'hui en ce moment sur l'immobilier est due au fait qu'il y a un repositionnement et qui est en train de se faire à cause du Covid. Qu'est-ce que le Covid a créé comme situation? Les gens qui étaient dans des appartements et qui travaillaient dans des petits appartements pour être à côté de leur lieu de travail en zone urbaine, ils se sont rendus compte tout d'un coup qu'ils pouvaient s'éloigner parce qu'ils avaient besoin de plus d'espace puisqu'on est resté confiné pendant pratiquement 18 mois et que, en plus de cela, et Claude, on en discutait il y a quelques jours, vous et moi, on se disait que ce serait peut-être intéressant de consacrer un point de notre show à cela, un de ces 4, il va y avoir un repositionnement dans les entreprises. Le type de bureau, tout ce qui est immobilier commercial est en véritable crise parce que beaucoup d'entreprises ne comptent pas reprendre leurs activités comme elles l'avaient fait dans le passé. Donc, du coup, il y a une demande sur l'immobilier résidentiel qui est extrêmement élevée. Mais ça, c'est une des conséquences du Covid et c'est pas une conséquence directe, mais une conséquence indirecte. Et je pense qu'il va y avoir un ajustement qui peut prendre 2, 3, 4 ans, je ne sais combien de temps. Mais je crois que les habitudes que l'on a, le rapport au travail, le télétravail, il y a des tas d'éléments de nos vies qui vont certainement changer. Et je crois que c'est comme cela, en tout cas pour ma part, que j'explique ce qui se passe dans le secteur de l'immobilier. Georges, vous incarnez d'une certaine façon la réussite à l'américaine. Vous êtes venu aux États-Unis très jeune, avec des moyens financiers limités, et avez fait une très très belle carrière. Alors, comment voyez-vous cette Amérique d'aujourd'hui? Pour moi, l'Amérique d'aujourd'hui est en pleine forme. Je la trouve en pleine forme parce que, bon, évidemment,
je suis heureux que ma maison se retrouve à être à ce prix, que je ne dirai pas. mais j'ai aussi l'impression qu'il se passe. Mais par contre, j'ai quelques petits problèmes parce que je sens qu'il y a quand même une espèce de ferment dangereux, justement qui est provoqué par cette amas cette énorme masse d'armes qui règnent, qu'ils ont ici aux États-Unis, mais c'est incroyable. Chacun a l'air d'être armé, chacun a l'air d'être prêt à faire un mauvais coup. Et puis, pourtant, chez moi, quand je suis ici, je trouve que c'est calme. Il y a toujours mes biches qui viennent me voir lorsque je prends mon petit déjeuner. Mes voisins sont très heureux et qui donnent des parties régulièrement. Mais bon, il y a quand même un petit peu de tension que je ressens, mais vraiment quelque chose quelque chose qui risque d'éclater. Mais pour le moment, je crois que tout va bien. Bien, personnellement, je partage l'optimisme de Herman. Je pense que ce pays, évidemment, a traversé une année extrêmement difficile, comme je le mentionnais, la pandémie, une insurrection inimaginable, les fusillades dont nous parlait Georges. Mais je reste, certes, oui, c'est vrai, les fondations de l'Amérique ont été ébranlées, mais elles ont existé, elles sont toujours solides et Denis évoquait la possibilité de voir la démocratie disparaître, attaquer. Oui, non. Elle en a vu d'autres. Certains l'ont désiré, mais une fois encore, le pays a résisté. Alors, je pense que dans l'intérêt du monde, il faut que la démocratie américaine perdure, persiste, survive. Et comme pour paraphraser Voltaire, si l'Amérique n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dans l'instant, nous retrouvons Georges Collinet avec l'actualité du showbiz. De nouveau, notre ami Georges. Alors, vous nous parlez aujourd'hui d'un film assez inhabituel. Un film extraordinaire. Et tous les gens, partout où je vais, invités dans des dîners et autres, la première chose dont on parle, c'est de ce film, The Summer of Soul. La télévision ne va pas téléviser. C'est plutôt, je dirais que la révolution ne sera pas télévisée. C'est ce que je veux dire. Et c'est un film extraordinaire où il y a tous ces incroyables musiciens depuis les Style, les Family Stone, enfin tous les bons, Stevie Wonder. Il y a par exemple, il y a un document sur Stevie Wonder à la batterie qui est quelque chose d'époustouflant. Là, on voit tout le génie. Parce que j'étais très jeune à l'époque, puisque ce film s'est déroulé c'était tourné en 1969. C'est presque un documentaire, si on veut. C'est mi-musical, mi-historique. Exactement, c'est mi-musical, mi-historique. Et c'est donc tous ces chanteurs qui ont participé, musiciens, je veux dire, qui ont participé à ce festival et qui regardent maintenant et commentent ce qu'ils voient. Et alors, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir les réactions de tous ces gens qui sont des phénomènes exceptionnels, qui se voient beaucoup plus jeunes, en train de jouer et qui se découvrent finalement, ils se redécouvrent, ou ils se découvrent plutôt dans ce film. C'est quelque chose de bouleversant, disons, je dirais même. Georges, tout ça ne serait pas arrivé sans un directeur, un producteur de télévision qui, Dieu merci, ce festival qui durait sur 6 semaines d'ailleurs, avait été filmé. Et puis, les bobines avaient croyait-on, disparu. Mais grâce à ce producteur, il les avait conservées et c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser cet admirable documentaire qui a d'ailleurs été très bien accueilli par la critique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je ne pensais pas que Questlove, qui est un musicien, qui est un chef d'orchestre, disons,
du fameux comment on appelle ça, d'un comédien tous les soirs, et qui donc est devenu un professionnel du cinéma. Il a fait un film extraordinaire, vraiment. Et il a découvert donc tous ces documents, tous ces films, il y en avait 44, je crois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce sont des films vidéo. Il a fallu les reconstituer, disons, ces films, les analyser et de faire en sorte que l'image soit parfaite. Et l'image et le son sont vraiment parfaits, extraordinaires. C'est comme si on y était. C'est vraiment merveilleux. Et je crois, Georges, il y a un truc que j'ai vu le film hier soir, je l'ai trouvé formidable. J'ai envoyé un message à des tas d'amis à travers le monde pour leur dire it's a must-see. Et au-delà de la musique, hein, vous avez dit, vous avez cité quelques-uns, j'en cite d'autres, il y avait Nina Simone, Mahalia Jackson, The Staple Singers. Oui. Ça nous rappelait une superbe époque. Quelques politiques, il y avait Jesse Jackson entre autres. Mais ce qui est intéressant également dans le film, c'est qu'ils ont contextualisé non seulement ce festival-là, ce moment-là historique, 1969, c'est une année très difficile pour les Noirs dans ce pays-là. Ils font référence à l'assassinat de Kennedy en 62, ils font référence à l'assassinat de Malcolm X en 65, font référence à l'assassinat de Martin Luther King, font référence à l'assassinat de Bobby Kennedy. Bref, c'est une période de très très forte tension pour les Noirs, et le film place cette question musicale dans le contexte historique, et je pense que le montage qu'ils ont fait entre les discours politiques des uns et des autres, un narrateur qui donne les éléments clés de la période historique était vraiment super bien fait, à mon avis. Ouais. Et d'ailleurs, ce festival dont nous parlons a été créé après l'assassinat de Martin Luther King. Et c'est ça qui est important. Et ça a redonné un renouveau à la population noire. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Negro a été transformé en Black. C'est-à-dire qu'on n'appelait plus les Noirs des Negros, mais qu'on disait les Blacks, qui était quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, avec cet extrait du film Summer of Soul, nous allons nous quitter. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci donc à René, Denis, Herman et Georges, sans oublier notre producteur-réalisateur, Serge Njamba. Et merci à vous tous qui nous avez regardés, qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, questions, suggestions, et adressez-les-nous à .usa@frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.